Bienvenue dans le Gard, au pied des Cévennes. C'est sur ces terroirs, entre granit et alluvion, qu'avec Samuel Delafont nous avons réfléchi à de nouvelles méthodes culturales qui permettraient d'augmenter la résilience des vignes pour diminuer la charge de travail à effectuer et ainsi appréhender les aléas de cette culture de manière plus sereine. Cette démarche se base sur un constat. La viticulture fait partie des cultures pour laquelle l'indice de fréquence de traitement est le plus élevé, alors que le rendement quantitatif n'est souvent pas la priorité. Ce contexte doit alors pouvoir permettre de tester des approches moins intensives, sans pour autant perdre en qualité de récolte. C'est dans cette optique que nous avons tenté de mettre en place divers protocoles qui devraient, à l'avenir, permettre de limiter les impacts de cette culture sur l'environnement, sans compromettre la stabilité économique de l'entreprise. Ce film retrace les étapes de notre projet et est réalisé dans le cadre de la bourse Agro-Reporter de l'Association française d'agronomie. C'est des vignes que j'ai achetées en 2017, c'est des vionniers. En tout, il y a 2,5 hectares, 2 hectares 2. Ils ont maintenant 24 ans. Chaque parcelle est bien isolée à l'intérieur de haies qui étaient déjà là et que j'ai favorisées. Ici, très naturellement, l'herbe avait envie de pousser. Et donc, dès l'année d'après, je me suis dit, je vais commencer l'enherbement naturel. Donc j'ai vu avec mon ingénieur agro, donc Christophe Grelier, qui me suit un petit peu dans toutes ces étapes. Et donc dès 2018, on a fait un rang sur deux enherbé. Donc on a laissé faire. On a juste fait un amendement qui s'appelle Fertiraisin, qui est un amendement bio. On a fait un premier amendement, pas tant pour les vignes, mais plutôt pour aider l'herbe à reprendre le dessus. Ça a tout de suite bien pris. Fort de cet essai, je me suis dit, l'année d'après, ce coup-ci, je vais vraiment suivre mon feeling et on va passer déjà tout enherbé. Alors, de façon empirique, moi, l'idée de passer en enherbé total, c'était déjà de me dire, quand il pleut, puisqu'on est sur des petits coteaux, ça se voit pas trop là, mais on est sur des petits coteaux, quand il pleut, au moins, j'aurai plus la terre qui va raviner tout en bas. Donc ça, c'était la première raison. Ensuite, la deuxième raison, c'est qu'il pleut moins souvent. Par contre, il y a des pluies assez importantes, et plutôt d'avoir l'eau qui fait que passer, j'avais envie de garder un maximum d'eau dans le sol. Et c'est vrai que le premier réservoir, finalement, c'est le sol lui-même. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une capacité d'absorption de l'eau dans le sol. Donc ça, c'était la deuxième raison pour laquelle je voulais être en enherbé total. Et puis après, de façon aussi assez simple et assez naïve presque, je me suis dit, avec Christophe, que la première des biodiversités, avant de commencer à planter des arbres, avant de ramener plus de biodiversité, finalement c'était déjà dans le sol, avec l'herbe, et puis toute la microvie qu'il peut y avoir avec les insectes, les vers de terre, etc. Et puis même au niveau bactérien, une vie plus riche au niveau bactérien, et donc un sol finalement plus résistant, et qui va pouvoir dégrader l'herbe séchée, qui va avoir plus de matière organique. Le déclic, c'est venu vraiment quand j'ai commencé à regarder l'enherbement, le travail des sols et le non-travail des sols plutôt. Et puis je suis arrivé très vite sur des infos sur la permaculture. Et ça m'a tout de suite parlé, la permaculture. C'est vrai que c'est un des principes, c'est de dire déjà on ne va pas travailler contre la nature mais avec. Donc ça veut dire que si l'herbe a envie de pousser, plutôt que d'essayer de l'arracher ou de l'éliminer de façon un petit peu acharnée, on va plutôt la laisser pousser et l'accompagner. Donc la permaculture m'a quand même beaucoup inspiré. Et c'est vrai que ce principe de trouver un équilibre avec la nature et de mieux respecter les rythmes, les équilibres, pour moi ça c'était assez important. Ensuite j'ai regardé un petit peu ce que faisaient les autres, donc je suis tombé aussi sur des gens qui avaient mis en place de l'agroforesterie, donc avec des plantations d'arbres autour des vignes ou dans la vigne ou plantation de haies. Et c'est vrai que là ça parle tout de suite parce que nous dans nos régions du sud, on a besoin d'un peu d'ombrage, on a besoin de fraîcheur, et c'est vrai que dès qu'il y a des arbres, on se retrouve avec des taches d'ombre qui viennent comme ça rafraîchir un peu l'espace. Et puis à nouveau, en termes de biodiversité, du coup on a des oiseaux qui viennent dedans, on a toute une vie qui se met en place. Moi j'avais la chance d'avoir pas mal d'arbres déjà autour, donc j'ai favorisé ça, j'en ai taillé, j'en ai coupé quelques-uns, j'ai mis un petit peu tout ça au propre. Et puis ensuite, on est venu planter des arbres cette année.
Voici les parcelles de vionniers sur lesquelles nous avons réalisé nos tests. Ces 2 parcelles sont bien distinctes, entourées de haies, et une dernière zone de travail se situe sous la parcelle numéro 2, à l'ombre des arbres. L'air y est beaucoup plus frais qu'aux abords des parcelles qui ne sont pas protégées du soleil. Cette différence de climat a conditionné notre choix de variétés de plantes aromatiques. Nous avons planté de la menthe et de la verveine sous les arbres, alors que nous avons planté du romarin et du thym autour des vignes, car ces plantes supportent beaucoup mieux la chaleur. Au mois d'avril, les 2 parcelles ont été traitées par un poudrage au soufre afin de limiter les attaques d'oïdium, mais seulement la moitié de chaque parcelle a ensuite été traitée contre le mildiou afin de tester si un traitement est suffisant et même nécessaire. Ensuite, les différentes analyses et mesures que nous avons réalisées ont permis de comparer nos parcelles enherbées à celles du voisin, qui effectue un travail du sol plus conventionnel. Nous avons alors comparé la température et l'humidité de l'air autour des grappes entre ces parcelles, la présence d'insectes et leur abondance, et la rapidité de pénétration de l'eau dans le sol. On commence par ça. Ça, c'est le support qui va nous permettre d'installer le petit capteur de température et d'humidité de l'air. On le fixe simplement dans le support et ça, on va venir l'attacher à un pied de vigne. Et on va le faire dans nos 2 parcelles et aussi dans celle du voisin. Comme ça, on va comparer un petit peu avec un sol qui n'est pas travaillé. Et pour compléter, en surface du sol, on va mettre un thermomètre tout simple qui mesure la température à l'instant T et qui a aussi en mémoire la température maximale et minimale. On a des pièges à abeilles qu'on a construits, donc ça c'est des tubes en carton qu'on a coincés avec des morceaux de bois. Et donc là les abeilles elles vont venir faire leur nid. C'est principalement destiné aux abeilles, ouais, le diamètre est adapté à leur taille. Okay. Et en dernier, on a ce cylindre qui est creux, qu'on va venir planter dans le sol. On va y mettre un certain volume d'eau qu'on regardera, on va chronométrer en combien de temps l'eau est absorbée par le sol. Et ça, de la même manière, on va le faire dans nos parcelles et dans la parcelle du voisin, voir si l'enherbement a un impact sur l'absorption de l'eau par le sol. Tout au long de ce projet, nous sommes accompagnés par Christophe Grelier, l'ingénieur agronome qui suit Samuel depuis le début. Grâce à ses connaissances en botanique, nous avons pu en apprendre plus sur les intérêts du couvert végétal spontané. Donc, dis-moi un peu. Donc, là, on est sur le haut de la parcelle, c'est la partie la plus maigre. Ouais. Et en particulier, on a notre petite finette, là, la luzerne, ouais, qui va grainer et qui, dès que les conditions vont être sèches, va maintenir la pérennité de la plante à travers des graines qui regermeront à l'automne. L'idéal d'un couvert végétal, c'est d'avoir un bon équilibre entre une graminée, hein, donc les graminées ici, c'est la graminée dominante, c'est la folavoine, hein, qui est en train de sécher, mais de grainer, hein, donc de donner des graines, et des légumineuses qui sont des fixateurs d'azote, donc qui sont un engrais naturel, un engrais vert. Donc si on descend à parcelle, on trouve à l'état de touffe là, du trèfle bitumeux. Hein. Donc ça c'est aussi, légumineuse. C'est aussi une légumineuse. Hein. Ouais. Les légumineuses, on les reconnaît à leur inflorescence, hein. Ça qui ressemble à celle de sans bon goudron. Sans goudron, effectivement. Après, on trouve de la veste, ici. Ouais. Pendant un peu de temps, la graminée a pompé de l'azote. Ouais. Là, elle est en train de se mettre en dormance. Et c'est le trèfle qui reprend le dessus. Qui va prendre le dessus et qui est en train de produire au niveau de ses racines une quantité d'azote très très intéressante pour nourrir la plante. Ouais. Hein, donc on vit en équilibre. Et le sol il est aéré, il est enrichi en matière organique, donc il y a en azote, hein, parce que la vigne consomme de l'azote, il faut être objectif. Hein. Et là, j'ai pas d'amendement. Ah, non, pas d'amendement. Pour l'instant, il n'y a eu absolument rien de fait. Tu as initié un processus vertueux il y a quelques années en mettant ce produit naturel bio de la distillerie, oui, qui est à revitaliser, revivifier ton sol, et maintenant il devient autonome. Le fait d'avoir un couvert végétal permanent, ça te permet, au lieu que les feuilles finissent dans les fossés ou s'envolent n'importe où, elles restent dans la vigne et créent de l'humus. Ouais, carrément. Amendement naturel. Voilà.
fertilisation, ça ne doit pas être amener l'aliment aux vignes, c'est d'alimenter le sol qui lui-même va alimenter la plante. Alors là, ici, en fait, ça va être la partie non traitée, Ouais. et on va traiter l'autre moitié. D'accord. Donc avec 2 traitements non CMR systémiques. Voilà. Ce que tu peux éventuellement faire, c'est nettoyer sous le rang. Ouais. Hein, parce qu'il ne faut pas que ça monte trop, parce que ça va créer un microclimat un peu humide peut-être. Hein. Ouais. Mais le milieu, moi je le laisserai. Moi j'aimerais bien que ça graine tout ça. Ok. Bah, super. Bah, on va laisser grainer. Voici le premier espace de plantation à l'ombre des arbres. Nous y avons planté menthe et verveine, 2 espèces qui apprécient la fraîcheur. Pour faciliter l'entretien de ces plantations, elles ont été réalisées en 2 grandes zones, délimitées par des pierres. Nous avons également planté différentes espèces d'arbres, comme des oliviers, des amandiers, des cyprès ou encore des cognaciers, en complément des figuiers et des chênes déjà présents autour de la parcelle. Aux abords de la parcelle du haut, nous avons planté du thym et du romarin, qui poussent bien au soleil. Nous avons alterné les îlots dans un souci d'esthétisme et nous avons également délimité les espaces grâce à des pierres. Ces espaces seront ensuite recouverts d'un paillage pour limiter l'évaporation de l'eau et le développement d'adventices. L'ensemble de ces plantations devrait permettre d'améliorer la biodiversité de nos parcelles. Pour élargir nos horizons, nous sommes allés rencontrer Rémi Venreich, qui limite ses traitements contre les maladies fongiques. Voici la discussion que nous avons eue. Merci de nous recevoir, Je vous en prie. c'est hyper gentil. Peut-être est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter? Alors donc moi je suis donc Rémi Van Reich, 7e génération à travailler sur le domaine. Donc domaine en nourriture biologique depuis 1990. Voilà, donc aujourd'hui on est sur l'aire d'appellation Côte-du-Rhône. Sur quel cépage? Alors principalement Grenache, Syrah, Cinsault, Mourvèdre pour les rouges, et Vionnier, Grenache blanc et Clairette pour les vins blancs. Voilà. Et donc nous on voulait venir vous voir parce que d'après Christophe Grelier, donc notre ingénieur agronome, vous limitez les traitements contre le mildiou et nous c'est des thématiques sur lesquelles on travaille. D'accord. Donc on voulait comprendre un petit peu comment, déjà pourquoi vous avez commencé à tester des choses ou en tout cas à limiter vos traitements, si vous avez observé des trucs qui étaient particulièrement efficaces ou que votre terroir favorisait, et puis un peu les risques aussi que ça provoque de ne pas traiter contre le mildiou, quoi. Comment vous organisez votre travail pour Alors, limiter. donc on a la chance d'être ici sur un secteur d'altitude, Ouais. avec un vent prédominant tous les matins comme on peut le Ouais, ressentir on le sent aujourd'hui. bien. Donc voilà, déjà on n'a aucune humidité, aucune rosée les matins, donc forcément ça c'est ce qui fait déjà une grosse partie du travail. Ouais. Ensuite, comment on est venu à limiter nos traitements? Tout simplement parce que en début de saison on n'observe pas forcément de foyer primaire. Ouais. Donc voilà, à partir du moment où on n'observe pas de foyer primaire, on a fait le choix de pas déclencher des traitements qui nous paraissaient inutiles. Et du coup, je suppose que vous apportez quand même un soin particulier à la taille, le travail en verre pour Alors, ou en tout cas limiter les risques, quoi. effectivement, on essaye d'être assez strict déjà au départ sur la taille. Ouais. On est vraiment sur 6 porteurs rigoureusement, voilà, c'est pas 7 et pas 8, c'est 6. Et on essaye, bon an, mal an, voilà, toujours d'avoir un espacement assez important et assez régulier entre nos porteurs pour ne pas se retrouver avec 2 porteurs côte à côte et avoir un entassement de feuillage ou de grappes. Donc ensuite on n'apporte pas non plus d'engrais ou très localisé. Ok, Donc on n'a pas une végétation qui pousse non plus à outrance. d'accord. Voilà, on a une figure qui se maîtrise toute seule. Ouais. Ça vient de quoi, à votre avis? Alors ça vient, je pense, du fait que ça fait déjà longtemps qu'on est en Ouais, bio. les vignes sont Donc habituées. voilà, les vignes se sont habituées. La vie dans le sol est suffisante pour entretenir une matière organique, etc. suffisante pour que la vigne se satisfasse à elle-même. D'accord. Je pense que l'observation de son vignoble, en corrélation avec la météo, l'historique, parce qu'on connaît ces parcelles, nous permet vraiment de limiter au maximum l'utilisation d'antimildiou. C'est une règle essentielle en viticulture.
viticulture, c'est comprendre son terroir. Exactement. Et savoir jusqu'où on peut aller. Hein. Tout à fait. Oui, Comme quand il y a cette tradition de peu traiter, effectivement, vous maintenez cette tradition. Hein. L'histoire et la géographie chez vous sont des choses importantes. bien sûr. C'est ce qui fait Voilà. entre guillemets notre force aujourd'hui, quoi. Hein, tout à fait. Il faut sortir du schéma traditionnel où le technicien a dit voilà, il a vu une tâche là ou là, donc il faut y aller parce que la maladie elle arrive. Je pense qu'il y a aussi ça, c'est que les gens ont souvent la crainte de la perte. Oui. N'arrivent pas forcément à modérer leur traitement Oui, voilà, c'est de plus peur psychologique exactement, que exactement. véridique. Et je pense que ça aujourd'hui c'est ce qui fait toute la différence. Presque de façon un peu utopique, moi l'idée c'est de ne plus avoir à traiter les vignes. Donc vraiment l'objectif premier, c'est d'avoir des vignes en pleine santé, sur un sol en pleine santé, et même plus qu'un sol, en fait un écosystème en pleine santé. Donc ça c'est vraiment le premier objectif. Deuxième objectif, ne plus avoir à amender les sols et en fait de profiter de cette vie du sol et de l'amendement qui est fait par le broyage des herbes, par le broyage des sarments. Voilà, on a beaucoup de légumineuses notamment qui captent l'azote, donc c'est plutôt ça qui va venir naturellement refertiliser les sols. L'objectif c'est aussi d'avoir un équilibre dans le travail qu'on doit mener dans ses propres vignes. Donc voilà un peu les trois objectifs. Comme expliqué par Samuel, l'un des objectifs de l'enherbement est de mieux capter l'eau de pluie grâce à la formation d'un réseau souterrain constitué des racines et de galeries creusées par les micro-organismes du sol. Pour apprécier si cela est efficace, nous avons réalisé une expérience simple. Nous avons rempli un cylindre d'eau planté dans le sol et nous avons mesuré la durée nécessaire à l'absorption de ce volume par le sol dans notre parcelle enherbée et dans celle du voisin qui est travaillée. Le résultat est sans équivoque. Même au bout de plusieurs minutes, nous ne parvenons pas à observer une différence de niveau dans le cas du sol nu, alors qu'il ne faut que quelques secondes au sol enherbé pour absorber ce même volume. L'enherbement semble donc bien jouer un rôle favorable sur l'absorption de l'eau de pluie par le sol. L'un des autres objectifs était de voir si un seul poudrage pouvait être suffisant pour limiter les attaques d'oïdium et si le traitement contre le mildiou était nécessaire. Voici les réponses apportées par Christophe Grelier, l'ingénieur agronome qui conseille Samuel. Et les autres années, il y avait des pieds où il n'y avait rien. Là les pieds oui. les pieds peu chargés, on en a un peu. Quoi. Ouais. Et puis c'est vrai que là, les grappes sont superbes. Ils ont été un petit peu touchés par le milieu. Alors là, on est dans la zone pas traitée. Ouais. Après, Voilà. je crois qu'il y a, il y a un petit truc jaune là-bas et l'autre côté est traité. On va aller voir s'il y a moins de milieu. On va descendre par le bas, puis on va remonter par. Dingue, hein, ouais, on le voit. Et tu verras au moment où les feuilles vont commencer à tomber, là, au mois d'octobre, tu vas avoir ta parcelle, il n'y aura plus une feuille là-bas. Ouais. Donc ici, tu as encore tout le feuillage. Ouais. Une petite attaque d'oïdium, mais limitée. Hein. Ouais, alors là, tu as eu une petite attaque d'oïdium, effectivement. Ouais. Alors, on n'a pas un cépage trop sensible à l'oïdium, donc ça ne s'est pas trop manifesté. Ouais, tu vois, un peu là, ouais. Un peu là. Okay. Mais bon, il n'y a pas eu de blessure sur les baies, donc c'est pas catastrophique. Parce qu'une attaque d'oïdium, c'est la baie éclate et c'est les moucherons qui arrivent, hein, la piqûre acide après. D'accord. Voilà, ce que je ferai, c'est que le prochain coup, je ferai un test pareil que cette année, Luna sur la moitié, et l'autre moitié, par contre, avec un alternatif. Quoi. Ouais. Alors, il faut que je réfléchisse cet hiver sur quel est le meilleur alternatif. Ouais. Ainsi, la récolte n'a pas été impactée par l'absence de traitement contre le mildiou et un seul poudrage contre l'oïdium. On remarque que le feuillage présente des traces d'attaque des champignons, mais cela ne semble pas avoir impacté la vendange. Le rendement est même meilleur que les années précédentes,
et la maturité a été atteinte rapidement. Ces résultats sont intéressants, mais il faudra répéter cette expérimentation sur plusieurs millésimes pour tirer des conclusions fiables du risque pris lorsque l'on limite le traitement contre les maladies fongiques. J'ai beaucoup plus à y gagner, et puis si ça permet d'essuyer un peu les plâtres et puis finalement de faire une dynamique avec d'autres vignerons qui sont un peu dans la même démarche, à ce moment-là, je pense que ce sera plus bénéfique que, même si on avait des pertes, au moins on sera allé jusqu'au bout de l'expérimentation. Mais l'idée, de toute façon, c'est de ne pas lâcher et de continuer. Donc c'est pas parce qu'une année j'aurai des pertes que je ne continuerai pas. J'essaierai peut-être d'amener encore plus de biodiversité, peut-être d'expérimenter encore des nouvelles choses. Mais voilà, c'est un objectif que je me suis fixé. Et voilà, je pense que la limite des 5 ans, il faut que je puisse arriver à cet objectif-là, quoi. C'est ici que s'achève notre année d'expérimentation. Elle marque la première étape d'un projet au long terme mené par Samuel pour modifier en profondeur sa façon de gérer son vignoble, en conciliant rendement quantitatif, qualitatif, biodiversité et charge de travail raisonnable. Les enseignements sont nombreux, mais les questions pour la suite le sont tout autant. Quels seront les impacts de la diversification de la biodiversité autour des parcelles ? À force, sera-t-il possible de grandement limiter les traitements en utilisant par exemple des substituts naturels comme des hydrolats ou des huiles essentielles ? Fait-on courir un risque à la vigne les années de forte pression ? Ou, au contraire, favorisons-nous sa résilience ? Il faut poursuivre les efforts pour déterminer l'impact de ces pratiques au long cours lors de millésimes plus ou moins favorables à l'implantation de stress pour la vigne, qu'ils soient liés à des pressions fongiques ou météorologiques. Malgré tout, cette année de travail aura permis de poser les premiers jalons de cette réflexion, et ce film d'ouvrir le questionnement.